Et donc autour de la table, Cédric Guérin. Salut Cédric. Salut Stéphane. Entrepreneur, investisseur, André Le Scruc-Pietri. Salut André. Salut Stéphane. Montre-nous ton Jedi, la doudoune Jedi, voilà, il a le truc corporate, André. Luc Breton, salut Luc. Bonjour Stéphane. Next Gen entreprise, mais on reparlera d'ailleurs. Hein. On avait parlé ensemble la dernière fois, je ne sais pas si oui, on va trouver le temps de la semaine de 4 jours. Justement, dans cette étude NoCom, il y a une espèce de plébiscite, il se passe un truc là autour de cette semaine de 4 jours. Mais démarrons sur la France face à la réforme. Alors, je vais démarrer avec l'image protection des emplois. Parce que j'en parlais hier et je ne pouvais pas montrer l'image, donc on va la montrer maintenant. Enfin, je l'espère qu'on va pouvoir la montrer maintenant. Elle est quand même très spectaculaire et c'est d'une certaine manière le bilan d'Emmanuel Macron qui s'affiche, enfin qui s'affiche pas là pour l'instant, mais qui va à un moment s'afficher. Bref, non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Je vous la raconte. On est donc sur une question binaire. Voilà. Ça, c'est très impressionnant. Alors, si vous regardez la télé, en jaune, c'est est-ce qu'il faut préserver les emplois existants ? En bleu, c'est est-ce qu'il faut se lancer dans le monde numérique et essayer de moderniser les emplois. Ça commence donc, le track record de NoCom, c'est 2017, donc c'est Emmanuel Macron qui arrive. Et vous voyez, c'est même pas, parce que j'ai envoyé ça sur les réseaux sociaux, on m'a dit, mais oui, mais c'est normal, c'est les discours de panique en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Non, regardez bien, mesdames, messieurs. C'est un truc linéaire, quasi linéaire. Et enfin, pardon de le voir comme ça, je vais vous laisser commenter évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ce qu'a pu cristalliser Emmanuel Macron, en fait, rejaillit sur l'ensemble, et on verra après les mots-clés de la réforme et tout, mais sur l'ensemble de ce qui représente la modernité. La mondialisation, la réforme et la numérisation, digitalisation aujourd'hui des activités. C'est très impressionnant, on est d'accord, C'est hyper intéressant parce que finalement, Emmanuel Macron se présentait comme le président jeune du changement. Et donc, en fait, ça montre la peur globale. Et ce trend, en fait, tu parles de début 2017, on est à peu près à 50-50, on arrive à 70-30. Tu te rends compte ? Et finalement, ce président qui devait apporter un nouvel élan, une dynamique, quelque chose de positif dans le changement, est vécu comme une peur par les gens. Et je trouve que c'est assez flagrant de voir que finalement, le mot réforme, moi j'ai noté qu'en 6 ans, il est passé de 70% d'opinion positive à 35%. Ouais, absolument. Et donc, tu vois vraiment qu'il y a... Tu peux nous mettre d'ailleurs, je parle à Sybille en régie, mais tu peux nous mettre effectivement celle sur les mots. Vas-y, continue. Et tu vois ce président réformateur qui devait changer, jeune, dynamique, insuffler une nouvelle dynamique. Finalement, moi j'aime bien ce proverbe, il faut souffrir pour être beau, c'est un peu ça, parce que tu as une issue positive à la fin qui est supérieure à la douleur que tu as au début. La réforme, c'est un peu ça. Si tu te dis, ok, je suis prêt à me faire mal, mais parce que l'issue est très positive à la fin, tu l'acceptes. Mais là, les chiffres qui sont là, montre que finalement les gens ne voient pas d'issue positive aux réformes. Ils disent, ok, il y a des réformes, il faut les faire, mais en fait, mon futur ne sera pas meilleur avec la réforme. Donc en fait, le taux d'acceptation chute dramatiquement. Ouais, mais je suis pas du tout d'accord avec ta lecture. Enfin, mais c'est ton boulot d'ailleurs, Luc. Une réforme, ça se fait pas à la schlag. Une réforme, ça se fait pas en méprisant ceux qui vont être réformés. On est d'accord, Luc ? Une réforme, c'est un diagnostic partagé, c'est une acculturation, c'est tout un cheminement. Exactement. Et la réforme, pour la réforme d'ailleurs, elle est contre-productive, parce qu'on ne voit plus que la mécanique de la réforme. Exactement. Et comment on veut processer la réforme, et on oublie totalement le sens. Aujourd'hui, les entreprises du monde entier travaillent sur le why, sur le pourquoi, la raison d'être, le sens, les valeurs au travail, pourquoi on fait entreprise, pourquoi on fait projet, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et aujourd'hui, on voit que le politique, il a totalement lâché les armes là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a un manque de courage. Il y a un manque de courage politique à expliquer quel est le projet de la nation, qu'est-ce que l'on veut faire, à contextualiser les choses. Pourquoi on est le seul pays en Europe à se poser la question, par exemple, de la 5G. Enfin, c'est un truc de malade. On a vu des débats
infernaux en France, et on ne se pose pas la question planétaire de cette interconnexion des réseaux au niveau mondial. Donc on ne donne pas de sens, on n'explique pas les rôles modèles dont on a le plus besoin, les rôles modèles de l'ingénieur, de l'innovation, de la technologie. Il ne faut pas croire qu'on va revenir à la bougie, c'est mort. Et même si nous, la France, on décidé de revenir à la bougie, il y aura des millions, des centaines de millions d'Indiens et de Chinois qui, eux, vont attraper au bon les capacités de l'innovation pour s'émanciper. Mais si tu dis ça, Luc, tu fais ce que dit Cédric, tu fais peur. Non mais le sujet, ce n'est pas tellement d'avoir peur, c'est de bien comprendre que de toute façon, nous sommes mondialement solidaires d'un mouvement qui ne va pas revenir en arrière sur la capacité de l'innovation à trouver demain des solutions aux problèmes qu'on a engendrés. On est tous d'accord là-dessus, autour de cette table, et ceux qui regardent Bismart sont tous d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a raté, en fait? Qu'est-ce qui a été raté pour qu'on se retrouve? C'est le sens. Redonne les mots. Donc, effectivement, le mot réforme, élection de Macron, pour 70%, pour 70% de la population, il est positif. Ça n'est plus que 35%. Aujourd'hui, le mot transformation, 76%, 53%. Le mot changement, 80%, 57%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que ça montre, juste parce que moi, je dis pas que ils le font brutalement ou pas. J'ai pas porté de jugement là-dessus. Parce que là, le jugement que je porte, c'est plus que pour que les gens se disent que la réforme n'est pas acceptable parce que les bénéfices ne sont pas suffisants à la fin, ça veut dire que probablement il y a un manque de pédagogie. Moi, je rebondis un petit peu sur ce que disait Luc. C'est plus que si on n'arrive pas. Oui, mais le projet, c'est ça. Cédric, la pédagogie, c'est pas des enfants, les gens. Oui, mais la pédagogie, c'est expliquer pourquoi tu fais une réforme, et le projet, c'est finalement qu'est-ce que tu portes, le why, c'est qu'est-ce que tu vends comme futur. Et ce que tu vends comme futur, il faut que tu sois pédagogue pour expliquer pourquoi cette phase de transformation, elle est douloureuse au début, mais à la fin, les bénéfices seront fantastiques. Et là, ce que les chiffres montrent, mon interprétation, c'est que les gens ne croient plus dans le futur. Et soit on n'est pas assez pédagogue, soit il y a un vrai... André. Et je ne suis même pas sûr qu'il faut voir ça en rapport coût-bénéfice, en transactionnel. Je crois que l'être humain et nos sociétés humaines vont bien au-delà là. Pourquoi est-ce que les gens, en ce moment, en Ukraine, se sacrifient? Ils savent très bien que pour eux, ceux qui sont au front, il n'y aura pas de bénéfice à la fin, c'est sûr. Alors c'est pour leur pays, mais c'est quelque chose quand même d'un peu plus éloigné. Ce qui serait quand même très intéressant dans cette étude, que je trouve très très bien, c'est de savoir ce qui était avant 2017. Je ne serais pas surpris qu'en fait il y ait eu une espèce de boom de l'espoir, parce que c'est quand même ça la grande réussite. Je ne sais pas s'il la faisait avant 2017, André. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... Donc c'est Nocom, c'est Pierre Giacometti qui vient ici régulièrement. La grande réussite du président, c'était pratiquement sa campagne. C'est-à-dire qu'il a réussi à changer les lignes d'un pays politique assez sclérosé où il a réussi à remettre de la jeunesse. Et moi, j'étais très surpris de voir que c'était finalement les générations aussi plutôt de nos parents qui étaient les premiers à devenir, à soudain s'encarter. Enfin, si on pouvait appeler devenir marcheur, être encarté. Je pense qu'il y a deux grands échecs. Il y a l'échec de la phrase « il faut protéger les Français ». On voit bien qu'il n'y a aucun projet politique qui est sur le défensif, sur le recroquevillé, sur le il faut créer des boucliers. Mais comment ça, c'est ce que les gens veulent entendre, ça? C'est ce que les gens veulent entendre, mais c'est pas du tout avec ça qu'ils vont marcher dans le futur. Quand vous voyez tous les leaders dans l'histoire qui ont réussi à changer la donne, et moi j'ai un exemple qui est vraiment pour moi une référence, c'est Kennedy, alors que la situation était très mauvaise, il y avait Cuba, il y avait Spoutnik, il y avait la guerre froide, et bien il a remis de l'espoir. Alors, le deuxième grand échec, et je pense que c'est ça, cette linéarité de la courbe, c'est que les discours, c'est bien, s'ils ne sont pas suivis de faits. Et il y a eu une année de réforme, mais depuis... moi, je reviens à l'instant d'essayer de me faire refaire des titres d'identité. Non, mais attendez. Tu as posé ton rendez-vous il y a 9 mois. Ça sent qu'est-ce que c'est ce qu'on attend de l'État au tout début? Ouais, mais là, tu es sévère parce que... Non, pas du tout. Ça marche pas pour les passeports et les cartes d'identité, mais il y a des tas d'autres éléments pour lesquels ça marche. La réforme de l'État est quand même un immense échec, que ça soit en termes de coûts, en termes d'efficacité et de coûts surtout. On n'a pas du tout réduit le millefeuille territorial. Il faut se replonger dans ce que le général de Gaulle avait demandé tu es toi aussi... Attends, André, un mot. Tu es toi aussi chef d'entreprise, et moi,
tout ce qui est aujourd'hui... Alors c'est vrai que c'est les fonctions financières. On est bien obligé de dire que c'est les relations avec l'URSSAF, les relations avec Bercy, etc. sont totalement fluides, totalement digitalisées. Heureusement qu'on va un petit peu avec notre temps. Mais j'ai l'impression que mes confrères européens sont moins bien lotis que moi là-dessus. Écoutez, moi j'ai la comparaison avec l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne qu'on critique toujours pour son manque de digitalisation. Ouais. La digitalisation des services publics allemands, elle est exceptionnelle. C'est vrai ? Elle est exceptionnelle. Bon, d'accord. Elle est exceptionnelle. Mais après, Non, mais c'est vrai qu'on a un petit bug depuis un moment d'ailleurs sur les passeports et les cartes d'identité. voilà. Mais à nouveau, au-delà de ça, je pense que l'aspect protéger les Français, je pense que c'est la mort de ça, et c'est la mort aussi du récit national. Il n'a pas réussi effectivement à créer un récit national. Et pourtant, Dieu sait qu'on aurait tout pour en créer. La diversité qui est la nôtre, le continent un petit peu d'équilibre, cette espèce de concurrence qu'il y a entre des régimes totalitaires et des systèmes américains dont je pense beaucoup d'entre nous ne voient aussi les limites. Enfin, il y aurait tout pour le construire. Et on sent que ça... Et la dernière chose, c'est que vraiment, je pense que ça se cristallise aussi sur sa personne. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Mais en l'occurrence... Le côté unipersonnel... Et Luc parlait de la manière dont les entreprises aujourd'hui travaillent, eh bien on a de moins en moins le Deus ex machina, le chef. On a un couple président-directeur général, on a un conseil d'administration, le rôle des conseils est beaucoup plus important qu'avant. Tout ça, en fait, l'État est resté dans le XXe siècle. Oui, mais tu sais là-dessus, moi, je ne sais pas quel est l'œuf et la poule. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est raidi dans une espèce de posture parce que justement, assez vite, il a un petit peu perdu le fil de son récit, qu'il est parti dans les histoires de ceux qui ne sont rien, traverser la rue, enfin bref, dans ces provocations qui ont crispé tout le monde, ou est-ce que il était déjà raide et que c'est ça qui explique en fait l'échec de ce grand récit qui nous promettait. L'image de Kennedy, elle est remarquable. C'est vrai qu'à un moment, on a pu croire que ce gars-là pouvait être un Kennedy français. Non, dans le comportement, je pense qu'il est le même depuis le début. Enfin, il est cohérent, il fonctionne comme ça. Après, sur l'exemple des retraites, c'est assez caractéristique qu'on n'a même pas commencé à challenger ou à étudier entre la répartition et la capitalisation. Par exemple, on n'a même pas osé aborder le sujet. Le sujet était déjà fermé. Donc c'est ça que quand je parle de manque de courage, c'est la capacité à se projeter sur des scénarios un petit peu en rupture avec ce qu'on a connu jusqu'à présent et qui nous emmènent inexorablement dans le mur de la dette, dans le mur des déficits. Et pour sortir de ça, il faut vraiment faire des réformes qui ont été faites par Tony Blair, qui ont été faites par Schröder et qui en France ne sont jamais faites et toujours repoussées. Et donc sortir de ces raisonnements linéaires, je pense que c'est quand même aujourd'hui une ultra nécessité et on ne peut pas si on n'a pas un minimum de courage pour expliquer les choses et pour changer les rôles modèles dans la société. Et si à chaque fois qu'on a peur d'une technologie, qu'on a peur d'une réforme, on se dit, OK, on ne va pas en parler, on met ça sous le tapis, et bien petit à petit, on prend des réflexes de nations, tu le disais Cédric, qui est recroquevillé, ou c'est André, recroquevillé, qui a peur, qui ne veut plus se challenger, se remettre en question. Une histoire, tu parlais incroyable que j'ai apprise hier. Alors vous connaissez peut-être, c'est un entrepreneur fantastique, il est formidable. Stéphane Francet, celui qui a repris la marque Thomson pour les PC, notamment PC portables. Il fait aussi des téléphones portables. Et il a comme associé en plus Teddy Riner, le judoka, complètement. Moi, il est venu un matin sur BFM Business, Teddy Riner. Je veux dire, il était complètement dans le truc. Il me raconte hier que les Indiens l'ont appelé, qu'il ouvre une ligne de production en Inde pour ces trucs Thomson, pour le marché indien, parce qu'ils sortent les nouveaux. Et en fait, les Indiens lui disent, vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas chinois, tentez votre coup chez nous, ça nous plaît, on va vous aider. Formidable. Truc de dingue. C'est une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, Thomson. Donc le marché indien, t'imagines comment il fait tilt. Voilà, c'est effectivement le genre de récit qu'on pourrait construire. Ouais. Effectivement. Mais tu vois, il y avait un paradoxe que j'ai trouvé intéressant dans l'étude, c'est le sentiment majoritaire que la transformation est trop lente. Et ça, c'est assez drôle, parce que si tu as peur, tu veux surtout qu'elle aille très lentement. C'est paradoxal. Et ça, c'est assez paradoxal, parce qu'il y avait un graphique qui disait la transformation est trop lente, et c'était majoritaire, c'était à plus de 50%. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant. Non, alors l'autre élément, moi, sur lequel je voulais revenir, c'est la troisième planche qu'on va peut-être vous proposer. Je dis des planches, moi, comme les vieux, au lieu de dire des slides. La troisième planche qu'on va vous proposer, c'est le lent déclin de la valeur travail.
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Alors, vous le voyez peut-être pas parce que je vous l'ai mise, mais donc, en gros, le travail, c'était lorsque vous pensez à la transformation de la France, quelles sont les 3 valeurs que vous aimeriez voir prendre le plus d'importance dans les années qui viennent? Le travail était au sommet au moment de l'élection de Macron, 34%. Ben, le travail passe maintenant derrière le respect et l'égalité. Voilà. Oui. Moi, ce qui me... Et en tout dernier, c'est l'ordre. Ça m'a surpris, ça aussi. Il est stable, oui. Ouais, mais en tout dernier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même des gars qui se gourent un peu dans leur discours. Enfin bon, je referme la parenthèse, c'est pas mon sujet. Mais tu sais, le jeune ministre de l'Intérieur là, qui s'y verrait bien, là, peut-être que... faut voir. Mais ce qui est Vas-y. Non, mais déclin de la valeur travail. Non, mais tu vois finalement qu'avec la poussée de l'extrême gauche, tu as le clivage droite-gauche qui dit en fait le travail c'est l'asservissement. Et là où à droite, tu vas te dire c'est une source d'épanouissement, d'apprentissage. Et plus tu as l'extrême gauche qui porte des messages anti-travail, plus ça se reflète dans les chiffres et de dire moi c'est l'asservissement, le travail c'est horrible et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Et après il y a un rapport au travail qui est pénible sur le XXe siècle et la fin du XXe siècle en général. Il y a un désengagement qui est assez mondial et pas seulement en France, même si l'Europe est pire que le monde et la France est pire que l'Europe sur le désengagement et la perte de sens au travail. Donc il y a vraiment un sujet pour les entreprises, les entrepreneurs, tout le monde en prend conscience et les jeunes générations aujourd'hui ont besoin de ce sens dont on a parlé en politique mais qui est très nécessaire en entreprise. Je pense qu'on a tout aujourd'hui en matière d'innovation, de rapidité des changements pour remettre du sens, réinjecter du sens dans les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le graphique qui vient d'être montré, c'est la courbe rouge sur l'égalité, qu'on pourrait probablement challenger entre égalité et équité. Mais je pense que ça, c'est un sujet important. Moi, je ne suis pas un adepte de Jean-Luc Mélenchon, mais néanmoins, il y a quelque chose que je rappelle souvent, c'est le problème de la répartition de la richesse dans le travail. Et donc je pense que ce qui nous pend au nez collectivement et mondialement, puisqu'aujourd'hui les marchés sont mondialisés, qu'on le veuille ou non, c'est ce problème de fracture et de répartition de la richesse. Et je pense qu'il va falloir vraiment attaquer ça à bras-le-corps. Ça aurait pu être un des axes fondamentaux de l'action du gouvernement, qui a fait un certain nombre de choses, mais c'est encore insuffisant, je le pense. Et il va falloir à un moment donné expliquer où part la valeur créée. On a des géants technologiques qui absorbent comme des trous noirs, même s'ils en créent. Mais ils sont pas chez nous. Ils sont pas chez nous. Non, mais ils sont pas chez nous. Mais on a. Tu peux pas faire. Ça, c'est un autre sujet. C'est comment on recrée non, des mais géants. tu peux pas aller chercher la valeur à l'échelle mondiale. C'est pas possible, quoi. Très bien. Mais à ce moment-là, donnons les chances à l'espace européen. On en a déjà abondamment parlé. Puis mon camarade André. André, c'est le combat de sa vie. Pour créer des champions européens de la technologie et recréer de la valeur en Europe. Mais une fois que cette valeur est créée, et je pense que dans les entreprises françaises également, il y a des sujets de répartition de valeur, il va quand même falloir mettre de la transparence sur les mécanismes de répartition de la valeur et éviter qu'on ait des diracs, des écarts incompréhensibles et impossibles à expliquer sur cette répartition de la valeur pour les gens qui travaillent. Donc ça c'est vraiment un sujet très important. Juste, on peut leur rappeler, Luc, comme ça, en passant, accessoirement, que plus de la moitié de la valeur qu'ils produisent en travaillant est absorbée par l'État. Le premier qui absorbe France la valeur, c'est l'État. C'est une spécificité française. Il y a des efforts qui ont été faits sur l'intéressement, sur la participation. Mais il va falloir aller plus loin et il va falloir contrer ces captations de valeur, tu as raison, à l'échelle internationale, sur laquelle l'Europe est totalement impuissante. D'ailleurs, Macron va en Chine aujourd'hui pour expliquer des règles de marché réciproques aux Chinois qui n'ont aucune réciprocité vis-à-vis de nous. Donc le sujet est vraiment dans la balle, dans le terrain de jeu de l'Europe, et il va falloir qu'on s'y attaque. Il a essayé, il a essayé, Bruno Le Maire. Il a essayé, sa taxe GAFA, il a essayé. Bien sûr, oui. À un moment, on a même cru qu'il allait y arriver.
Et puis, voilà, finalement, ça a fait pchit. Évidemment, tu ne peux pas, étendre ça à l'échelle mondiale, c'est impossible. Moi, j'ai un petit indicateur maintenant, c'est que quand quelqu'un dit on n'est surtout pas naïf, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est d'une grande naïveté. Suivez mon regard à Paris ou à Bruxelles. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Luc et que je pense très intéressant. Le livre du président de la République, alors peu de gens en ont parlé parce qu'il l'a publié 3 mois avant l'élection de 2017, s'appelait Révolution. Et en fait, on n'a pas eu de révolution. On n'a pas eu de révolution dans le courage politique. On n'a pas du tout eu de révolution dans le fonctionnement de l'État. Tout à fait. Il y a maintenant de plus en plus, et Dieu sait que la presse étrangère est très favorable au président, parfois de manière un petit peu surprenante. Vous commencez à avoir des discours qui disent on a un président très jeune, mais on a un style de management très vieux. Pardonnez-moi, et je pense que tous les gens qui côtoient, c'est pas une critique personnelle, c'est juste de facto, c'est un système extrêmement vertical. Même les armées qui étaient connues pour être très verticales, aujourd'hui elles savent qu'il faut mettre la décision le plus près possible, sinon on est toujours en retard d'une guerre. Et c'est peut-être ça aussi le sujet, c'est-à-dire que je pense que ces courbes-là, il faut aujourd'hui les voir quasiment de manière très continue. Deuxième chose, le sujet de l'égalité. Ce qui est quand même un comble, c'est que ça fait maintenant 10 ans que c'est les grands milliardaires américains, Warren Buffett le premier, alors peut-être pour aussi beaucoup de communication, qui alerte sur ce sujet de cette fracture et c'est ce manque de répartition des richesses et notamment du travail. Tant qu'on n'arrivera pas à réformer et qu'on aura une grande partie de notre population française, y compris des scientifiques qui sont à moins de 2 000 € par mois. Ouais, mais André, je vais être très franc avec toi. Moi, ce discours-là, non, mais un dernier point, c'est regardez l'appauvrissement. The Giving Pledge. Tu vois, les gars qui alertent, les milliardaires qui alertent et qui disent, je voudrais être plus taxé. Vas-y, mon pote, prends ton pognon, fais-en ce que tu veux, monte un hôpital. Enfin, tu vois, il y a un moment, à Buffett, cette espèce de tartufferie totale là. On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un comble justement que ce soit eux qui préviennent et que... Mais parce qu'ils ont peur de se faire couper la tête, point à la ligne, c'est tout. De facto, mais vas-y, fais-le ton hôpital gratuit, il n'y a aucun problème. Regardez, ils le font. Écoutez, nous on est le Bill Gates oui, alors ils le font. Bill Gates le fait, d'autres le font pas. Ce qui est vrai, et ça c'est un combat que moi je mène aujourd'hui, c'est que la philanthropie aujourd'hui, elle investit dans les sujets qui l'intéressent très directement, mais quand on parle science, quand on parle innovation, quand on parle éducation, qui sont quand même les sujets absolument majeurs de demain, on fait assez peu de choses. Ouais. Vous regardez, aujourd'hui, c'est essentiellement Notre-Dame, et tant mieux pour Notre-Dame, a eu des centaines de millions d'euros parce que c'était... mais quand vous regardez ce qui est donné vraiment sur l'innovation et la science, c'est très peu. Tu as raison. C'est ça très bon exemple, Notre-Dame. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et deuxième chose, c'est le sujet de l'éducation. À nouveau, on est aujourd'hui dans un monde tellement incertain que l'État, de moins en moins, et il faut tordre le cou à cette idée de Mariana Mazzucato, qui est pour moi une erreur fondamentale. Je ne sais pas qui c'est, Mariana Mazzucato. C'est une économiste qui aujourd'hui est très en cours à Berlin, à Paris, à Bruxelles, et qui parle de l'État entrepreneur. Mais c'est hyper dangereux, parce que évidemment, vous avez ensuite un État qui se dit, bah, ça y est, moi, je vais savoir investir, faire du mécano-industriel. Non, il doit donner un cadre, un cap, la vision, et surtout ensuite créer des espaces de liberté. Et c'est quoi le cap ? Le premier cap à donner, c'est l'éducation. Où a été la grande réforme de l'éducation ? Alors, il y a eu des petites choses, mais quand même des graves erreurs de Blanquer sur les maths, sur l'économie. Tout le monde en reparle. On a un nouveau ministre depuis 1 an qui est aux abonnés absents. On ne le connaît pas. Excusez-moi, il faut le changer. Non, mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est même pas un sujet de ministre, à la limite, on s'en fout. Le sujet, c'est combien tu payes les profs. Point à la ligne. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras mettre tous les ministres que tu veux. Tant que tu payeras les profs une misère, tu n'arriveras à rien. On est totalement. Point à la ligne. On est totalement. Et ça passe par une réforme de l'État qui doit rediriger. Et dernière chose, ça je l'ai déjà dit sur ce plateau de temps en temps, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où il faut faire des grands paris. Si aujourd'hui on ne fait plus de grands paris, on se trompe. Alors il y a certaines entreprises qui font des grands paris qui apparemment marchent pas bien, c'est Meta avec le métaverse. Il y a certains qui font des grands paris, c'est Microsoft avec l'IA. Où aujourd'hui sont les grands paris des pays. Où est le grand pari de la France ? On a fait le grand pari d'arrêter le nucléaire. Non, mais si on retombe sur Kennedy et le programme Apollo. Voilà, point à la ligne. Donc ce qu'il nous faut, c'est un Apollo. Bon, mais comme le temps passe, déjà 25 minutes, mon Dieu. Allez, on marque une pause et on revient dans un instant.